Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tessné, je suis le fondateur de Talent Leaders, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et puis leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on m'a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui avec nous on a Sonia. Salut Sonia. Salut Romain. Écoute, merci beaucoup Sonia d'être avec nous pour cet épisode. Alors pourquoi je t'ai invité? Bon déjà Sonia on se connaît bien, on va pas se cacher. On n'a pas travaillé directement ensemble, mais on a été pas mal en contact sur plein de sujets. Sonia, en fait, moi, je suis hyper content de t'avoir avec nous parce que il y avait deux spécificités un petit peu dans ton job que je voulais couvrir avec toi dans ce nouvel épisode. On en reviendra dessus. C'est vraiment le fait que tu gères une équipe un peu multilocale avec des gens qui sont un peu éclatés un peu partout. Et donc ça, c'était une compétence que tu as et que j'aimerais bien partager avec les auditeurs. Et puis aussi le fait que tu gères des équipes de tantôt contrôleurs, tantôt plutôt compliance, tantôt plutôt juridiques, qui cherchent des solutions, etc. Et donc, je me suis dit que tu aurais un avis intéressant sur ces questions-là à partager avec nous, si c'était OK de le faire en tout cas. Oui, bien sûr. En tous les cas, le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Bah ouais, c'est chouette de faire cet épisode ensemble. Alors, le concept, tu le connais un petit peu maintenant. C'est c'est entre 30 et 40 minutes. Tu parles en ton nom et pas celui de ta boîte. On coupe rien. En principe, on garde tout. Mais t'inquiète pas, c'est plutôt bienveillant. Et puis, bah voilà, les règles du jeu, c'est assez simple, non? Ça me va. Ça te va? Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter et nous expliquer comment tu es devenue la leader, la leaduse que tu es aujourd'hui? Alors, leader, c'est un bien grand mot, mais j'ai commencé en fait il y a à peu près maintenant 14 ans à Luxembourg et en tant que juriste à la base et baloise, a vu un potentiel en moi, entre guillemets. Ouais. Et donc, j'ai eu le poste en fait à ce moment-là, la responsabilité, on va dire, d'un département en fait en LPS sur la partie compliance et plutôt wealth planning, avec une équipe qui était présente avec moi. Bien sûr, une équipe diverse, avec différentes nationalités. Donc, on rentrait déjà là dans la différence culturelle. Le fait de devoir s'adapter en fait en termes de management aux réactions des différentes personnes, aux cultures des différentes personnes. Et puis, rapidement, j'ai pris la responsabilité de toute la direction conformité avec devoir travailler avec le business et travailler sur toute la partie juridique et la partie conformité, mais aussi la partie wealth planning. Donc, il y avait un scope qui était assez large. Mais encore une fois, avec vraiment des personnes qui étaient présentes au niveau local. Et on a eu le Brexit qui est arrivé. Le Brexit est arrivé a fait qu'on a eu des compagnies d'assurance anglaises qui sont venues et on m'a proposé un poste là vraiment uniquement conformité. Et puis on a eu là le début en fait d'un travail en remote avec une partie d'une équipe qui était avec moi et une autre partie qui était soit en France, soit en Espagne, soit en Italie et en Allemagne, donc dans différents pays. Ouais. Donc là, il a fallu trouver en fait une façon de fonctionner. Et puis voir aussi comment on pouvait créer en fait aussi ce team spirit, notamment avec des équipes qui étaient déjà présentes depuis un moment, qui avaient déjà l'ancienneté et qui voyaient arriver une jeune manager, souvent un peu plus jeune qu'eux. Donc il y avait aussi tout ça qui était assez compliqué à gérer. Et ça a été une expérience super enrichissante parce que justement il a fallu déjà travailler complètement en anglais, ce que je n'avais pas fait avant. M'adapter en fait aux personnes qui étaient déjà présentes et les comprendre et amener ce management en fait un peu en douceur. Et puis recruter une équipe locale et faire en sorte que cette équipe locale avec l'équipe existante qui était dans les entités puisse fonctionner. Donc ça a été le début en fait de l'apprentissage pour moi du managing en remote. Et puis bien sûr Covid est arrivé, donc là on n'a pas eu le choix. Complètement en remote. Ça a beaucoup aidé à mettre en place les outils, aux personnes à s'adapter en fait aux Teams meetings,
Je pense que vraiment, à ce niveau-là, pour moi, ça a joué une grande importance, en fait, le Covid. C'est-à-dire que là, les gens n'ont pas eu d'autre choix, en fait, que de travailler en remote et de s'adapter et, en fait, de comprendre, en fait, que mettre une caméra, c'était important, qu'avoir des calls, en fait, et communiquer les uns avec les autres, c'était important. Donc, ça a été vraiment ce qui a permis de mettre les bases en place. Et puis, pour moi aussi, d'apprendre à travailler vraiment en remote avec les équipes. Et puis, j'ai quitté en fait la compagnie d'assurance qui était Tokio Marine pour Howden. Et puis alors là, ça a été complètement un challenge nouveau parce que à ce niveau-là, mes équipes étaient quasiment toutes dispatchées. Donc, j'ai dû avoir des personnes dans les différentes entités qui étaient déjà existantes et puis recruter en fait au niveau régional des personnes, mais pas forcément avec moi au Luxembourg. Donc, certaines basées à Paris, d'autres basées en Espagne, d'autres basées en fait en Allemagne, d'autres en Italie. Ouais. Et puis travailler énormément avec le UK et puis avec le groupe et dans une compagnie qui est à plus de 1000 à l'heure en fait. Ok. Ouais, ok, quelque part, c'est intéressant. C'est comme si progressivement, tu étais allé chercher finalement. Enfin, tu avais un niveau de distance qui avait augmenté avec le temps finalement. Exactement, dans tes différentes options. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose de progressif là-dessus, c'est assez intéressant. Toi, dans tout ce que tu as fait là au niveau du management, et encore là, tu n'es pas passé sur toutes tes expériences, parce que c'est pas le but, mais c'est quoi tes grandes convictions sur le sujet du management, le sujet du leadership? Enfin, c'est quoi la méthode Sonia en fait? Qu'est-ce que tu as fabriqué toute seule comme protocole? Alors, ce qui est important pour moi, et c'est ce que je dis à l'équipe, en fait, c'est vraiment qu'on travaille en cohésion et en collaboration et qu'il y a ce principe qui est pour moi vraiment important, c'est put yourself in the other shoes. C'est à chaque fois, en fait, qu'on doit communiquer les uns avec les autres, c'est de se mettre à la place de l'autre, en fait, et d'essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va communiquer, j'avais un exemple juste ce matin avec l'équipe, où il y a eu un email qui a été envoyé, il y avait eu une convention à revoir. Et puis, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui n'a pas compris. Et à ce moment-là, on sent en fait qu'il y avait des communications uniquement par email, alors que je pensais qu'on avait déjà travaillé dessus, etc. Et là, je leur dis, je fais un call rapide et je fais, voilà, appelez-vous, parlez. Et puis, ce qui est important, c'est mettez-vous à la place de l'autre. À ce niveau-là, pour toi, le message était clair quand tu l'as envoyé, mais peut-être que l'autre personne en face de toi n'avait pas, en fait, toute l'explication et du coup, elle ne pouvait pas comprendre quelle était ta demande. Donc, c'est vraiment, en fait, vraiment se mettre à la place de l'autre et créer en fait cet esprit d'équipe. En fait, on n'est pas une famille, hein, c'est pas quand même, on va pas dire qu'on est une famille, mais on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, tant qu'à faire, quand on passe ce temps ensemble, en fait, on s'éclate, on s'amuse. Donc, avant tout, créer ce team spirit, avoir des moments sympas, aller boire un verre, ou alors quand on travaille, pourquoi pas travailler dans un autre endroit en fait qu'au bureau. De temps en temps, j'invite les équipes à la maison. Et puis du coup, on travaille un peu de manière relaxe et avoir en fait créé cette confiance en fait avec l'équipe de manière à ce qu'elle puisse venir me parler, me challenger aussi. C'est super important pour moi, c'est que l'équipe vienne me challenger. Et que ce soit constructif en fait. C'est-à-dire que si on vient aussi me dire toute critique est bonne à prendre à partir du moment où elles sont constructives. Donc du coup, c'est vrai que ce que j'essaye d'appliquer, c'est de leur dire voilà, esprit d'équipe, se mettre à la place des autres. Et puis, pour ma part, en tant que manager, je suis ouverte en fait à toute question, à toute critique à partir du moment où elle est constructive. Et puis, on fonctionne ensemble. Et puis, ma façon de voir les choses, c'est peut-être pas la bonne, en fait. Donc, venez faire part de vos commentaires, de votre feedback. Et puis, je le considère pas. On discute, on a un lieu d'échange, pardon. Et puis après, on avance. Ok. Toi, dans ta vie, tu as plusieurs styles de management. Est-ce qu'il y a un ou deux leaders ou hommes-femmes que tu as eu et qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué ou qui t'ont aidé à te développer? Et donc déjà, si tu as des noms, on les veut, parce qu'on veut savoir qui est sympa. Et puis le deuxième, c'est quelle qualité, quelle compétence tu leur as trouvé, que tu as trouvé particulièrement intéressante ou inspirante, sur lesquelles tu te bases aujourd'hui dans ce que tu fais? Alors, j'ai toujours cherché mon mentor et je ne l'ai pas réellement trouvé, entre guillemets. Ça a été une quête chez moi. Donc voilà. Mais par contre, je peux donner deux exemples de personnes qui m'ont quand même marquée. Quand je suis arrivée à Baloise, il y avait Julia Eisenman et son leadership, qui est un leadership par bienveillance, en fait, je ne l'avais pas compris au départ. C'est vrai qu'elle laissait énormément de place à ses équipes.
et elle déléguait énormément. Et du coup, on discutait avec elle, mais sur le coup, je me dis, c'est quand même bizarre en fait. Elle fait vachement confiance, elle délègue vachement. C'est quelque chose auquel j'étais pas habituée parce que je venais de l'autorité de contrôle et de la fédération à Paris. Et je me dis, mais attends, j'ai pas à rendre des comptes sur tout. Faut pas que j'envoie des mails à chaque fois. Pour lui demander son avis, donc elle me laisse les envoyer, elle veut pas. Donc du coup, je me dis, il y a quand même un truc en fait. Est-ce qu'elle fait vraiment son boulot? C'était ma question au départ, et je me suis rendu compte, mais non. Enfin, c'est exactement comme ça en fait que ça doit fonctionner. C'est comme ça qu'un leader doit fonctionner. C'est à partir du moment où la confiance a été établie avec ton manager, et cette confiance elle est là. Donc il te laisse travailler. On n'est pas là pour micromanager. Et puis du coup il te laisse avancer et mettre en place les choses et puis discuter avec. Et puis effectivement il est là pour répondre s'il y a un problème. Et puis il est là pour en fait aussi t'aider en cas de problème. C'est vraiment le plus important. Mais c'est vrai que sur le coup, venant de Paris et venant de deux entités en fait qui étaient avec une hiérarchie en fait mise en place sans, tu ne peux rien faire sans l'accord en fait de ton supérieur. Ça a été pour moi au départ un choc. Et sa bienveillance et la façon de manager m'avait beaucoup marqué. Et du coup, je pense qu'elle est quand même à la base en fait de la façon dont je fonctionne aujourd'hui. Ok, intéressant, ouais. Puis après, j'ai eu quand même, c'est plutôt un non-exec que j'ai eu chez Tokyo Marine, qui m'avait énormément aidé dans ma façon de gérer les conflits au niveau en fait politique et au niveau supérieur. Savoir en fait comment faire passer le message, qu'est-ce qui était important et effectivement me focus en fait sur mon message essentiel et pas sur les toutes petites batailles en fait qu'on voudrait gagner. Et ça a été quelque chose, parce qu'effectivement, c'est le point culturel, en fait. Quand on travaille dans une structure internationale, on est tous différents. Et puis moi, je suis arrivée, en fait, à Tokyo Marine, comparée à Baloise ou avant chez Gatsby White, où même si Baloise, on a notre maison mère suisse, mais on avait quand même le lead, surtout. On arrive dans cette entité, en fait, post-Brexit, où le UK veut quand même de son côté tout gérer. Et ça a été en fait un choc culturel pour moi, et avec mon côté assez direct. Donc il a fallu en fait que je travaille sur ça, et à ce niveau-là, Peter m'avait beaucoup aidé en fait à pouvoir travailler et améliorer ce côté un peu plus politique et gagner un peu plus en hauteur. Ok, ouais, c'est intéressant comme approche. Il y a une question, moi, je n'avais pas vraiment prévu de poser, mais sur laquelle je rebondis maintenant. Tu as travaillé dans des environnements avec des maisons mères un petit peu de pays différents. Donc, tu travaillé dans un environnement français très structuré. Tu as travaillé dans un environnement suisse-allemand. Ouais. Tu as travaillé dans une société, plutôt une PME locale après, puis des groupes UK. Est-ce que toi, finalement, ces environnements-là, ça t'a impacté dans ta façon de gérer les gens, ou au contraire, est-ce que tu as appliqué est-ce que tu appliques la même méthode, quel que soit l'environnement culturel en tout cas? Non, ça m'a quand même impacté en fait. J'ai toujours dû m'adapter, et encore aujourd'hui en fait, aux différentes entités, parce que même si tu prends Tokyo Marine qui avait son entité en fait en Angleterre, mais aussi aux US, et tu prends et au Japon. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'il y avait cette partie japonaise aussi à gérer. Et puis, on prend Howden. En fait, on est complètement sur deux entités, même si elles ont une maison de mère anglaise, mais complètement différentes, parce qu'on a une qui a Howden avec un esprit entrepreneurial hallucinant. En fait, c'est vraiment des petites entreprises dans le gros groupe. Et puis, on avait plutôt Tokyo Marine qui était un groupe bien établi. Donc, à chaque fois, de toute façon, j'ai dû m'adapter. Et puis, au fur et à mesure, en fait, que les choses changent, évoluent au sein de la société. Donc, j'ai toujours été amenée à m'adapter. J'ai pas d'autre choix en fait que de m'adapter si je veux en fait avancer, mettre en place les choses et travailler avec mon équipe. Et c'est ce que j'essaye aussi d'apprendre à l'équipe. En fait, c'est l'agilité, c'est super important. Ok. Donc aujourd'hui, tu as une équipe qui est dispatchée sur plein de pays différents. Comment tu gères, comment tu crées un collectif avec des gens qui parfois se croisent une fois par an, ou deux fois par an pour l'instant, on ne se croise pas une fois par an. C'est justement ça que je veux pas, c'est qu'on se croise une fois par an. Ok, alors comment tu organises tout ça
pour que justement ça fasse une équipe, même si justement vous êtes dans des pays différents? Donc aujourd'hui, tant qu'on est encore une petite équipe, donc on arrive à gérer avec le fait de se voir tous les 2 mois. Okay. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on a des visites dans différents pays qu'on organise. Donc, quand on organise, voilà, quand on organise ces visites, en fait, et qu'on se retrouve, à ce moment-là, je garde l'équipe un jour de plus pour qu'on puisse travailler, en fait, déjà se retrouver, avoir un moment sympa et se détendre. Et puis, après, notamment, avoir fait nos trainings et notre risque et compliance training au niveau des différentes entités. Et puis, après ça, on a une journée ou une demi-journée, tout dépend de ce dont on doit travailler, pour s'aligner, pour discuter de la stratégie, pour revoir, pour voir si ça marche encore ou pas. Donc, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on se retrouve au moins tous les 2 mois. Tous les matins, on a 15 minutes, mais 15 minutes vraiment pour parler de tout et de rien avec notre café. Donc, je pense que c'est super important en Teams pour se dire bonjour. Ok. On dit tous les matins, quoi qu'il arrive, les gens qui travaillent se connectent. Voilà. Celui qui travaille, il se connecte. Même si je suis pas là, je leur dis de se connecter. En fait, c'est pas parce que je suis là, en fait, que je suis pas là qu'il faut pas faire les choses. En fait, elles peuvent continuer, elles peuvent vivre sans moi. Donc, pour l'instant, c'est majoritairement des filles. Je dis elles, mais c'est ils quand même. Il y a quand même d'autres garçons. Donc, ils peuvent vivre sans moi, ils peuvent se connecter. Donc, tous les matins, on se retrouve 15 minutes maximum, juste pour se dire coucou, pour prendre un café, pour un peu savoir comment va tout le monde. Et voilà, et après, on continue sur notre journée. J'ai pour l'instant des catch-up assez réguliers de 30 minutes chaque semaine avec chaque membre de l'équipe. En bilatéral, du coup? Oui, en bilatéral. Okay. Et on a un meeting toutes les 2 semaines, toute l'équipe, de 2 heures, où on a un agenda clair et puis on passe à travers l'agenda. Et après, pour toutes nos tâches, en fait, on a mis tout sur monday.com, en fait, où on met toutes nos tâches et on monitore avec monday.com. Et comme j'ai dit, tous les 2 mois, on se retrouve en fait dans les pays où on est pour un training, parce que pour l'instant, on fait notre tour de compliance and risk et on en profite pour passer un bon moment et pour discuter stratégie du département et un peu aussi voir où est-ce qu'on en est. Le statut en fait de nos travaux et si on ne doit pas réaligner les choses, refaire, revoir, etc. Et dans ce point-là, donc toi, en tant que manager, leader, tu es à l'initiative de ces trucs-là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que, de façon bilatérale, entre pays, ils travaillent, alors peut-être pas toujours en passant par toi, mais pour qu'il se passe quelque chose en dehors de ce que tu fais toi? Est-ce que tu les mets sur des projets ensemble? Comment tu gères les interactions entre eux pour pas être en étoile? Oui, donc en fait, ils ont des projets entre eux. Donc du coup, j'ai créé pour cette année 3 gros projets. Okay. Et pour chaque projet, en fait, j'ai demandé en fait qui voulait prendre le lead sur ce projet-là. Ok. Et après, donc du coup, il y a différentes personnes qui participent au projet et dans l'équipe, au sein de l'équipe, et elles se sont dispatchées en fait les projets. Et après, elles gèrent aussi avec les équipes compliance locales, parce que j'ai aussi des équipes compliance locales, qu'elles intègrent. Et du coup, ils sont libres en fait de mettre en place leur. Normalement, c'est un monthly meeting qu'ils ont avec les personnes. Et donc, nous, toutes les 2 semaines, on fait le point sur l'avancée des projets. Donc, toi, tu as posé un cadre qui est de dire, voyez-vous sans moi en monthly meeting. Exactement. Et après, ils viennent déverser ça dans le mécanisme de toutes les 2 semaines. Alors, le monthly, il est avec les compliance officers locaux. Et puis, au sein de l'équipe, en fait, au sein du groupe, c'est à eux de déterminer, en fait, s'ils veulent se voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, à partir du moment où on a mis, pour 6 mois, en fait, on a mis un project plan. Et il y a des deadlines qui sont à respecter. Et l'objectif, c'est que toutes les 2 semaines, on m'update, en fait, sur ça. Ok, très clair. Quand on gère une équipe à distance... alors, toi, je sais que tu voyages quand même beaucoup. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais dans ces voyages? En fait, qu'est-ce que tu fais quand tu es avec eux, qui est plus facile quand tu es avec eux que quand tu es à distance? En fait, comment tu répartis tes différentes tâches managériales? Et donc, du coup, comment tu décides d'aller à un endroit? Qu'est-ce qui fait que tu décides que là, il faut que tu y ailles ou qu'on peut le faire en Teams? Est-ce que tu as défini des règles high level là-dessus? Tu parles avec l'équipe ou en général?
Ah, c'est intéressant. Moi, je visualisais que tu voyageais pour l'équipe, mais non, en fait, tu voyages pour d'autres sujets, c'est ça? Ouais. Donc, du coup, tiens, c'est intéressant que tu nous expliques un peu ton organisation et ta mécanique sur ces trucs-là. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, je voyage énormément. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on essaye de mettre en place, en fait, c'est cette relation en fait, avec le business et avec nos entités locales. C'est-à-dire que le département risque et conformité, ils le connaissent pas réellement. Et pour pouvoir, en fait, avoir les informations et aussi onboarder les gens avec nous. Donc, c'est important, en fait, d'aller vers eux et puis de discuter avec eux et d'avoir cet échange avec eux. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé notre compliance tour pour 2025 avec des dates qui ont été déjà mises dans nos calendriers. Comme ça aussi, je tiens compte du fait que l'équipe a des familles. Et donc, on a essayé, ça a été 2 mois pour mettre en place ce calendrier quand même, pour être sûr que on puisse se coordonner, que tout le monde est content, qu'il n'y ait pas plus de 2 voyages pour l'équipe, notamment par mois. Et quand on arrive au départ, en fait, et qu'on rend visite à l'entité, on commence toujours par un café croissant pour leur souhaiter la bienvenue, pour avoir un échange informel. Et puis après, on a ce training qui est fait par l'équipe. Et dans le cadre de ce training, en fait, souvent l'équipe, on commence par une sorte de Facebook exercice où on dit let's break the ice. Et donc, ils se présentent un peu de manière personnelle, entre guillemets, pour expliquer qui ils sont, ce qu'ils font en dehors de la compliance et du risque. Ouais. Et donc, à ce niveau-là, après, on crée la relation. Et effectivement, les gens sont plus aptes à discuter avec nous. Et en général, c'est ce que je dis, je profite en fait de ces déplacements pour rencontrer l'équipe. Et puis, en fonction des besoins, en fonction des sujets qu'on a à développer, j'ai après mon planning à moi pour rendre visite aux différents membres de l'équipe. Notamment, j'ai Carla qui est à Rome et qui est isolée et qui n'a personne. Donc, mon objectif, en fait, c'est d'aller lui rendre visite au moins une fois par trimestre. Le temps en fait qu'on ait l'entité qui se crée à Rome et justement donc elles se sentent pas non plus isolées. Et après ça va dépendre aussi des sujets. Si j'ai des sujets sur lesquels j'arrive pas à avancer parce que j'ai beaucoup de réunions, j'ai beaucoup de travail et que je gère en fait pas seulement une entité, j'en gère plusieurs en fait au niveau du groupe. Donc ce que je fais en général c'est que je demande soit à la personne de l'équipe de venir ou j'y vais et donc à ce moment-là je dédie une journée pleine à la personne de l'équipe et on avance sur les sujets. Ok, c'est intéressant ce truc, c'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme qui consiste à dire que le fait d'aller faire ce compliance tour et d'expliquer au business, enfin à vos contreparties, ce que vous faites, qui vous êtes, etc., contribue à l'exercice de cohésion d'ensemble. Exactement, c'est exactement ça. Hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire en fait, tu t'es dit, ok, finalement, le fait d'aller se pitcher par groupe qui change à chaque fois, va nous permettre de mixer et de créer du lien dans l'équipe. Exactement. Et puis, finalement, tu vois, j'ai Duol et Howden. Ouais. Donc, dans certains pays, en fait, j'ai les 2 entités. Et c'est ce qui va se passer. Donc, je m'en vais demain à Zurich. Donc, on commence par Howden. Et là, j'ai une partie de l'équipe de Howden qui arrive. Et puis après, donc, on finit par Duol. Et au milieu, en fait, ce que je vais avoir, c'est que l'équipe, les 2, elles vont se retrouver à ce moment-là. Ok. Donc tu mixes les gens là-dessus et cet exercice de pitch croisé, évidemment, ça vient alimenter un peu la connaissance, enfin en tout cas la cohésion d'ensemble. Ok. On a parlé du multilocal là. Alors peut-être juste avant de passer sur le sujet d'après, en multilocal, toi globalement, comment tu t'organises, comment tu gères ton temps? Enfin, c'est quoi? C'est 2 tiers à l'extérieur. Comment tu gères ton temps quand tu as autant de pays, autant d'entités, autant de choses? Enfin, comment tu structures l'utilisation de ton temps? Qu'est-ce qui drive tes choix? Les priorités, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment la priorité du groupe qui est de mettre en place nos risk framework et c'est ma priorité. Donc, c'est vrai que je sais que je ne peux pas le faire sans rencontrer les gens parce qu'aujourd'hui, les gens ne nous connaissent pas. Donc, j'ai planifié pour 2025 et début 2026 de passer 2 tiers de mon temps, en fait, à voyager. Ok. Et 1 tiers de mon temps, en fait, à travailler. Enfin, à travailler. Je travaille quand je voyage, hein, mais bon... On va dire que c'est pas pareil. Tu travailles à établir les relations, mais en fait, c'est marrant, tu vois, parce que du coup, j'avais une personne dans mon équipe qui, elle, est vraiment plus dans le delivery.
Ouais, Elle n'était pas convaincue en fait par ces voyages. Mhm. Et en fait, en y allant et en rencontrant les équipes, et ben, elle s'est rendue compte que ça fait une grosse différence dans ses échanges avec eux. Ils Ouais. n'étaient pas prêts à lui donner des informations jusqu'à ce qu'en Mhm. fait, elle les rencontre. Et Mhm. en les rencontrant, les personnes, au final, ont été beaucoup plus ouvertes. Et aujourd'hui, quand elle échange avec eux, enfin, ils sont OK pour lui donner de l'information ou pour Mhm. traiter sa demande en priorité, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, je comprends. Il y a, il y a ce sujet de la proximité relationnelle que tu as avec les personnes, c'est clair. L'autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le fait que tu as eu des fonctions qui étaient, on le sait, hein, sur ce panel Legal and Compliance, il y a un curseur qui va de je suis l'assistant du sales et je lui amène des solutions juridiques pour qu'il score. Et de l'autre côté, je suis juste avant l'auditeur et la police. Donc, Ouais. en clair, il y a ça. Toi, dans ta posture, tu as dû gérer des gens aussi bien d'un côté que de l'autre. Voire même, dans certains cas, vous gérez des équipes qui avaient les deux missions Oui. là-dessus. C'est quoi ta perception de ce truc-là? Est-ce que ces gens-là, ils se gèrent de la même façon? Est-ce que c'est des profils différents? Est-ce que ça change ton acte managérial, du coup? Enfin, qu'est-ce que... Ouais. Oui. Alors après, je l'ai appris aussi par l'expérience. Ouais. C'est vraiment avec l'expérience que tu l'apprends. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à Baloise, et puis la vie LPS est quand même, en termes de conformité, bien hard. Mhm. Donc du coup, là, j'étais vraiment au départ dans ce rôle à me dire, bah, écoute, on met en place des choses, on a des règles, et puis c'est la protection de la compagnie, en fait. Mhm. Et c'est vraiment le plus important, c'est de protéger la compagnie, et puis il y a des choses, en fait, que tu peux pas laisser passer. Et puis, au fur et à mesure, en fait, en évoluant, en discutant avec les gens, en lisant aussi énormément. Donc, j'ai compris que mon rôle, effectivement, était de protéger la compagnie, mais c'était aussi de trouver des solutions, en fait. Mhm. Donc, et que du coup, ben, il fallait quand même être solutions oriented. C'était quand même super important. Mhm. Et c'est là, en fait, où il a fallu travailler avec les équipes et de leur expliquer, écoutez, non, venez pas avec un non. Mhm. Parce que de toute façon, ils reviendront et puis on va après, ils vont aller voir beaucoup plus haut. Quand on va voir beaucoup plus haut, on va revenir vers nous. Donc dès le départ, travaillons sur le fait d'être ouverte, de proposer des solutions. Mhm. Et puis, d'indiquer aussi quels sont les risques, en fait, si on prend telle ou telle solution. Après, comme moi, hein, tu connais, hein, tu sais ce que c'est quand vit LPS. Ils sont pas Mhm. toujours OK. Et puis, et c'est assez difficile, en fait, à gérer cette pression. Ouais. Donc, ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai quitté la LPS pour la non-vie. J'avais envie de voir autre chose. Mhm. Et là, en fait, la pression est complètement différente. Mhm. Ok. Parce qu'on n'est pas déjà en fait sur ce côté en fait AML aussi lourd que ce que tu peux avoir en LPS. Mhm. Tu as quand même beaucoup de choses à mettre en termes de risk framework et tout ça qui sont très très lourds. Mhm. Tu as une vision de la compliance qui est là pour accompagner plutôt le business. Mhm. Même si tu en as certains qui sont encore bien à l'école et qui vont te dire attends, compliance, tu mets le minimum. Tu vois, Mhm. ce que je mets, c'est déjà le minimum, donc je peux pas faire moins que ça. Ouais. Mais effectivement, du coup, j'ai été amenée, notamment avec des compagnies anglaises, en fait, à fonctionner, mais complètement différemment de ce que j'avais vu avant, et de Mhm. venir et disant, OK, bah écoutez, là, c'est ce qu'on a comme solution, là, ce sont tous les risques, là, c'est ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc maintenant, en fait, c'est au management de décider. Donc, avec du Ouais, coup... ça, c'est la posture technique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ces équipes-là, ça, c'est toi qui as appris avec le temps, dans ces équipes-là, tu as des profils qui ont plus ou moins ça. C'est-à-dire, en fait, Ouais. quelqu'un qui se forme en tant que juriste, souvent dans les compliance officers, tu as des juristes de formation. Il a choisi sa formation et son métier parce qu'il se faisait une idée d'un métier d'expertise où on applique les choses, etc. Quand tu le mets au contact de trouver une solution pour le business, bon, même si évidemment on reste compliant et c'est pas le sujet, mais quand tu le mets au contact du commercial et du client et ça, il y en a que ça fait, enfin, auquel ça hérisse un peu le poil. Et c'est là où tu as mis un point, t'as mis le doigt sur un point super important, en fait, c'est
la façon dont on voit la conformité en fait en Europe continentale. La plupart des personnes qui sont en charge de la conformité, ce sont des juristes. Et la plupart. Tu n'étais pas un juriste. Mais pour beaucoup d'entre eux, au UK, en fait, la plupart des personnes en fait qui gèrent la conformité, ce sont pas en fait forcément des juristes en fait. Tu vas avoir beaucoup de gens qui ont un profil complètement différent, beaucoup de profils risques, beaucoup de personnes qui ont fait de l'économie, de la finance, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est là en fait où ça t'amène toi à te repositionner, à te questionner sur ta façon de voir les choses. Effectivement, j'adore le regulatory, j'adore en fait voir les lois, interpréter les lois, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après 14 ans d'expérience au Luxembourg, je suis encore une juriste? Non, plus du tout. Mais plus du tout, en fait. J'ai basculé complètement dans la partie compliance. Et puis alors maintenant, dans le côté technique, j'ai vraiment encore plus basculé, en fait, dans la partie risque, en fait. J'ai vraiment... Mon profil, en fait, a vraiment complètement changé. Et du coup, ce qui est marrant quand tu dis ça, c'est que jusqu'à récemment, quand je recrutais des personnes, je cherchais beaucoup plus des personnes qui avaient un profil identique au mien, avec un background juridique. C'est plus ce que je recherche aujourd'hui. Je recherche en fait beaucoup plus des gens en fait qui ont un côté technique. On va dire que plus de la moitié de mon équipe n'a pas de profil en fait juridique. Je veux vraiment des gens qui soient pragmatiques, qui comprennent, qui ont ce côté technique et qui ont ce côté aussi orienté vers le business en fait et relationnel. Le côté relationnel est super important. Le côté team spirit pour moi est super important. Quand je vais avoir en fait un échange avec la potentielle personne qui va rejoindre mon équipe, effectivement, j'ai beaucoup plus testé en fait sa capacité à s'adapter, son agilité, son esprit d'équipe. Il y a une base technique qui doit être là, mais c'est pas la plus importante pour moi parce qu'elle s'apprend en fait cette base-là. Comment on forme un mec ou une personne très contrôleur à devenir plus proche du business? En fait, tu vois, j'essaie juste de me poser la question parce que en fait, t'es pas la seule personne de cette situation. Tu as de plus en plus de responsables de conformité, de responsables du risque, qui sont des gens qui ont choisi ces métiers avec des convictions fortes, travail bien fait, de la loi qui est au-dessus du truc, etc. Et l'environnement actuel, il les pousse à aller casser eux-mêmes leurs propres procédures pour aller se mettre en contact du business, toujours en mesurant les risques, mais voilà. Pour certaines personnes que nous on rencontre en formation, c'est hyper dur. Tu vois, de se stretcher comme ça, parce que c'est pas le projet qu'ils avaient pour eux-mêmes. Si demain tu devais prendre quelqu'un qui est vraiment avec un curseur risque très très fort, et que tu devais le ramener un peu de l'autre côté, du côté solution, encore une fois, hein, pas du côté prison, mais du côté juste solution, compliant, etc., mais plus orienté business, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait, par quoi on le fait passer ce contrôleur-là? Alors aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait avec mon équipe, c'est que j'ai déjà mis une formation en fait en place pour comprendre en fait le business. Donc je me suis mise en relation en fait avec différentes personnes du business pour pouvoir en fait former l'équipe sur les produits qu'ils vendent et puis comprendre en fait leurs problématiques. Donc déjà pour avoir un peu cette compréhension. Et puis après, effectivement, là j'ai la chance comme on commence en fait, donc de pouvoir faire ce tour avec l'équipe pour qu'elle aille à la rencontre du business, pour discuter avec eux. Et puis après, c'est vraiment nos meetings à nous où en fait, souvent sur des cas en fait qu'on va avoir, des cas pratiques où on va avoir cette problématique risque et autres, parce que j'ai une personne en fait dans mon équipe en fait qui était très orientée risque. C'est justement de prendre ce cas-là, d'expliquer, d'échanger comment on a géré, etc. Et puis après de prendre aussi l'opportunité de nos meetings bilatéraux pour revoir en fait comment la personne a agi sur tel cas, lui expliquer comment moi j'aurais fait, expliquer l'importance en fait de l'échange en fait avec le business. Donc c'est vraiment un travail plutôt de suivi, mais la première étape c'est vraiment pour ces personnes d'aller déjà dans le business et de comprendre ce que sont ces produits et côtoyer les personnes du business. Ok. Oui, il y a quelque chose autour de ce que j'entends, c'est que tu fais de la rétrospective live ou a posteriori. Mais en fait, de la revue de cas ou de la revue de décision pour les challenger, parfois c'est après coup, parfois on a encore la possibilité de le faire en live
pour vraiment aller expliquer où est toi ton appétit au risque sur l'un ou l'autre sujet, sur ces sujets-là, quoi. Souvent, les 6 premiers mois, en fait, avec l'équipe, je mets en place un plan quand elle commence, en fait, sur comment sont les échanges. Donc, en général, quand la personne commence, quand j'ai le temps, maintenant que j'ai, parce que j'avais un scope beaucoup plus grand jusqu'à octobre, donc j'ai lâché une partie des entités de Howden. Donc, ce que je fais, c'est d'avoir en fait ces meetings en fait avec l'équipe pour suivre avec eux, et c'est notamment aussi ces visites dans les différents pays si je vois qu'il y a un besoin en fait spécifique d'aller rencontrer un membre de mon équipe, et du coup de prendre l'opportunité de ces visites pour expliquer en fait dans ce cas-là en fait comment on aurait fait, qu'est-ce qu'il convient de faire. Peut-être au départ, si je vois qu'il y a un truc qui coince et que la personne n'est pas assez orientée risque, c'est de lui dire ok, si tu as un cas, avant d'envoyer un email, appelle-moi, on en parle, et puis je te dis en fait comment à ce niveau-là tu dois agir, parce que du coup de toute façon quoi qu'il en soit, ça va retomber sur l'équipe si on répond pas comme le business voudrait. Donc effectivement, au départ, je ne veux pas parler de micromanagement parce que c'est pas du micromanagement. Il y a une confiance quand même qui est donnée, mais en fait, il y a un suivi qui est un peu plus important quand la personne commence. Et puis dès que je vois que la personne a compris et qu'elle a tilté et que du coup elle reviendra vers moi seulement en cas de besoin et qu'elle a compris les besoins du business, etc. Et ben à ce moment-là, je laisse la personne pas en roue libre, mais on va dire je la laisse avancer de ses propres ailes et grandir. Ouais, c'est intéressant en fait. C'est comme si tu les calibrais. En fait, ouais, c'est un peu ça. Effectivement, je les calibre. Une espèce, ce qui me vient quand j'écoute ça, c'est qu'il y a une espèce de calibrage au début. Où tu sais que potentiellement ils vont aller trop dans un sens, trop dans l'autre, et donc finalement il y a ce processus de calibrage qui fait que une fois qu'ils ont le bon appétit au risque et la bonne façon de bosser, tu peux lâcher un peu plus les chevaux. C'est exactement ça, ouais. Et aller là. Ouais, c'est intéressant ce truc-là. Est-ce que du coup, je réfléchis parce que tu vois ça parle à tous les managers qui doivent déléguer un risque, enfin un appétit au risque à leurs équipes. Est-ce que cet appétit au risque, vous l'avez formalisé collectivement dans une forme de... Parce que ça peut pas être une procédure, évidemment, parce que les procédures, elles disent toutes qu'on prend aucun risque. Mais dans la vraie vie, en fait, on doit trouver des solutions. Non, mais c'est ça. En fait, c'est tout l'enjeu de ce truc-là. C'est que la procédure, par définition, elle est au max. Et que votre rôle à vous, c'est de trouver des solutions en restant compliance sans être au millimètre sur l'épaisseur du trait, quoi. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que tu as trouvé un moyen d'expliquer, d'illustrer ou de formaliser cet appétit au risque, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait forcément de façon empirique avec de façon empirique. Et puis, ça dépend en plus de chaque personne, et ça dépend des différents objets, des différents sujets. Pardon. Si je prends par exemple la criminalité financière, donc j'ai quelqu'un qui a commencé au sein de l'équipe en octobre. Donc effectivement, au départ, tout ce qui était sanctions, parce qu'elle faisait, on a beaucoup de marines en fait, et du coup il y a beaucoup de questions liées aux sanctions. Donc et puis la mise en place, et puis on avait un sujet quand même touchy avec cette équipe. Donc du coup, il fallait qu'il soit satisfait en fait du travail qu'allait fournir la nouvelle venue, parce qu'il l'attendait. Et effectivement, au départ, on a mis en place donc ces meetings assez réguliers, ce suivi assez régulier. Et puis au fur et à mesure, en fait, elle a compris quel était mon appétit au risque. Et aujourd'hui, en fait, elle est en mesure de revenir vers moi quand ça sort du cas. Quand ça sort du cas et quand elle n'est pas à l'aise. Idem en fait sur la gestion en fait de nos partenaires, nos brokers, etc. Donc du coup, j'ai quelqu'un qui gère en fait ces dossiers-là, qu'il a fallu au départ que je forme et expliquer, etc. Et aujourd'hui, elle a mis par elle-même, toute seule, en place une sorte de risk appetite qu'elle m'a proposé. Elle m'a dit, OK, Sonia, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je reviens vers toi que dans ce cas-là. Et ouais, j'ai fait top, nickel. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je ressens, c'est que souvent, ces équipes-là, elles ont besoin d'un mandat de délégation. Et donc, en fait, elles ont besoin de pouvoir se positionner et de savoir ce qu'elles peuvent faire sans toi, ce qu'elles peuvent faire en t'informant, ce qu'elles peuvent faire avec ton accord préalable et ce qu'elles peuvent pas faire. Oui. Et en fait, dès qu'ils ont ce truc un peu clair, un peu balisé, et que tant qu'ils restent dans le cadre, ils ne risquent pas de prendre un hit si jamais il y a un problème. C'est ça. C'est un peu ça le truc, c'est que sinon, tu as vite fait de casser le cadre et de revenir sur ce que... Ils savent que le hit, c'est moi qui vais me le prendre. Si du coup, ça sort du cadre, du coup, ils me le relancent et du coup, c'est là où ils disent... C'est-à-dire que ça fait évoluer le cadre.
en fait, tu fais évoluer le cadre. C'est-à-dire que le premier hit, si on s'est mis d'accord et qu'il y a effectivement un trou dans la raquette, c'est toi, manager, qui le prend. Et après, on update le cadre avec ça pour que ça retombe en délégation. Exactement, pour que ça retombe en délégation. C'est ce qui est super important. Et puis c'est une façon de permettre aussi à l'équipe de grandir parce que du coup, ce qui est important pour moi, en fait, et c'est ce qui aussi, moi, me fait vibrer, c'est que l'équipe, en fait, elle apprenne, elle grandisse et puis elle devienne de plus en plus autonome et qui sait me dépasser. Et c'est ce qu'un manager veut, en fait, c'est que son équipe, elle grandisse et que à la fin, tu vois des personnes qui font un super boulot, qui sont heureux dans leur job et qui sont bien plus compétent que toi. Et en fait, ça t'apprend aussi en tant que manager. C'est que moi, j'ai appris à lâcher ma technicité, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai mon équipe qui est beaucoup plus technique que moi. Ok. Ça, c'est difficile. Au départ, c'était compliqué. C'est un bon mot de la fin. En fait, c'est intéressant. C'est de se dire, au début, si je résume, au début, tu fais confiance à ta technique parce que c'est ton bagage et tu te mets sur le chemin critique de tout. Ouais. Et plus tu avances, plus tu acceptes d'avoir des gens qui sont peut-être plus techniques que toi. Et donc, du coup, tu mets ton énergie sur le bon calibrage pour qu'ils aient le bon mandat avec le bon niveau de technique. Et toi, tu pilotes ça en mode tour de contrôle au niveau du calibrage que tu fais évoluer au niveau du mandat que tu leur donnes. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant comme... C'est intéressant mis dans cet ordre-là parce que du coup, ça fait un protocole qui est assez simple à dupliquer pour des personnes qui sont justement dans ce truc de je prends plus de responsabilités, je dois déléguer plus et en même temps, j'ai une responsabilité un peu importante parce que la compliance, c'est pas rien. Enfin, c'est pareil pour l'équipe interne, c'est pareil pour plein de fonctions en fait. Et donc, c'est intéressant de se voir comme une tour de contrôle. Super, écoute, merci beaucoup. On a bien traité les deux sujets. Est-ce que toi, tu penses c'est la question qu'on pose à chaque fois, est-ce que toi, tu identifies un ou une leader voilà, que je pourrais inviter, qui pourrait parler du leadership au sens large de façon intéressante? Est-ce que tu as quelqu'un à nous conseiller? Je pense que ouais, c'est quelqu'un qui a été dans mon équipe et que j'ai vu évoluer et c'est ce que je disais en fait. C'est super important de voir les personnes dans son équipe évoluer, grandir et devenir même meilleur que nous et je pense à Laura Barr en fait qui aujourd'hui a pris de nouvelles responsabilités au sein de l'ACA et je suis super contente pour elle mais je pense que c'est une super leader et qu'elle va continuer à évoluer justement dans son leadership. Ok, bah écoute Laura, l'invitation est lancée en tout cas. Sonia, merci beaucoup. On a fait merci à toi, c'était un plaisir. 45 minutes. C'est sympa cet épisode sur la partie multilocale et la partie finalement risque, conformité, comment tu gères une équipe avec un appétit au risque qui est un truc quand même un peu subjectif parfois et qu'il faut quand même réussir à transmettre pour le passer à l'échelle. C'est quand même pas rien. Écoute, merci beaucoup. C'était très chouette d'être avec nous. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a intéressé, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. Puis maintenant, c'est à vous de jouer. Faites votre job, likez, commentez, partagez, faites tout ça pour donner de la visibilité à ce podcast et qu'on ait des invités toujours plus cool. En tout cas, Sonia, merci beaucoup pour merci à toi, c'était un vrai plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Bye.